Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Faire reculer les frontières institutionnelles ou la tentation fédéraliste, solution, problème ou utopie? Violaine Naquet, docteur en droit de l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Identité institutionnelle et devenir constitutionnel de l'Union européenne. L'avenir de l'identité européenne se joue à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Union européenne élargie. À l'intérieur, le débat se situe dans l'appropriation de l'espace, des valeurs et du projet européen. À l'extérieur, la nature des frontières de l'Union est sans cesse redéfinie. À cet effet, la politique européenne de voisinage, PEV, formalisée dès 2003, devait éviter la création de nouveaux clivages entre l'Union élargie et ses voisins. Elle visait aussi à leur offrir la possibilité de participer à diverses activités de l'Union, dans le cadre d'une coopération politique économique, sécuritaire et culturelle renforcée. Romano Prodi résumait ainsi la situation: partager tout sauf les institutions. Ainsi, l'institution en voie de transition qu'est l'Union dresse un inventaire de ce qu'elle attend, tout en ne sachant plus ce qu'elle espère. Ceci interroge alors sur la faisabilité d'une politique de voisinage sans les institutions. En effet, la PEV souffre d'une incohérence fondamentale dans la mesure où son objectif se situe dans la volonté de rendre l'identité des voisins proche de celle des États de l'Union. Cette condition assure une efficacité à la coopération, tout en n'obligeant pas à s'engager dans une nouvelle politique d'élargissement. D'ailleurs, les États montrent aussi un intérêt tout à fait différencié et utilisent cette PEV à leur guise. De surcroît, la PEV fait front à de nombreuses divergences. Chaque État membre préfère défendre son propre voisin. Cet état de fait explique d'ailleurs la critique opposée à la supposée trop grande autonomie de la Commission européenne en la matière. L'évolution de la PEV dépend donc de la volonté politique de chaque État membre, c'est-à-dire de la persistance ou non du choix d'orientation politique initiale que nous appellerons l'idée d'œuvre. En l'occurrence, l'instauration de la liberté favorable à la paix est rendue possible par le processus d'intégration. Or, le fait que le traité constitutionnel eût consacré un titre à l'Union européenne et son environnement proche prouve la volonté de constitutionnaliser une politique récente, d'ailleurs largement distinguée de la politique extérieure. En effet, l'Union envisage d'exporter son propre modèle historique. Évitant un affrontement direct, la Commission européenne a accru sa marge de manœuvre via des instruments du premier pilier. Sur le fondement d'une diplomatie douce, soft diplomatie, les valeurs et normes de l'Union sont inscrites dans la majorité des programmes de coopération extérieure. Sur le fondement de ces avancées d'ordre constitutionnel, apparaît alors, et de façon plus globale, le véritable fondement de l'identité européenne. La logique de l'identité constitutionnelle de l'Union européenne, institution en transition, détermine la fonction de l'institution. Celle-ci envisage le statut du formel en politique. Logique de l'identité constitutionnelle de l'Union européenne. Une approche essentialiste et existentialiste de l'Union propose une recherche pragmatique de l'identité de la fondation européenne. L'Union comme institution est donc considérée comme tout arrangement permanent par lequel, à l'intérieur d'un groupement social déterminé, des organes disposant d'un pouvoir de domination sont mis au service des buts intéressant le groupe, par une activité coordonnée à celle de l'ensemble du groupe. Ainsi, source d'une politique publique constitutionnelle, la puissance publique communautaire s'institutionnalise progressivement. Elle constitue l'instrument de la politique des politiques, celle qui donne du sens à l'être et constitue son identité. L'être est en effet soumis à l'idée d'œuvre qui conditionne son engagement. La sphère de l'idée constitue le cœur de l'identité constitutionnelle et de sa compréhension. La cohésion immédiate, identité, trouve une cohésion dans la durée, le pouvoir. La puissance permet son déploiement dans la durée. Ainsi, analyser la puissance publique dans le cadre de l'Union exige d'entendre l'être comme mobilité, en liant la raison et l'action. Corrélativement, le problème de l'être de l'identité sera perçu à l'aune du temps et de la durée, révélant ainsi l'identité dans le temps long et dans la continuité. Identité européenne et temps long.
Considérant l'identité européenne acquise dans le temps long, notre postulat impose de se fonder sur une lecture du passé de l'Union. En effet, à se désancrer de son origine, l'Union a fini par perdre le sens de son avenir ainsi que sa capacité politique. Celle-ci dépend de la dynamique d'intégration européenne, qui ne renvoie pas à un être, mais à un mouvement soumis à des conflits. Le mouvement de la contradiction assure la création de l'identité. Dans le cadre de l'Union, le commencement est pris en lui-même, mais non en vue d'une quelconque fin. Le processus d'augmentation des interactions va dans le sens d'un effacement des limites entre le système des organisations internationales et l'environnement constitué par les États-nations qui sont leurs membres. Il semble irréversible compte tenu de l'effet d'engrenage et de celui de l'acquis communautaire. Il ne se fonde pas sur un résultat, mais sur l'action devant mener à ce résultat. Dès lors, la primauté de l'avenir va au rebours du temps. En effet, la pensée de l'avenir donne son sens au présent et même au passé. L'idée de nature comme processus caché se découvre à la fin comme possédant en lui-même l'orientation vers sa propre fin. Postuler l'unité du discours et l'unité de l'être oublierait en effet de lier l'idée à l'action. Ainsi, l'identité concrète, née de la raison et de l'entendement, est un processus menant au devenir. L'appréciation temporelle exclut cependant toute tentation de présupposition spéculative. À côté des mécanismes d'inertie institutionnelle, la puissance publique, révélatrice privilégiée du changement, devient le vecteur d'une dynamique d'institutionnalisation. En tant qu'instrument, elle permet ainsi de stabiliser des processus à travers lesquels les institutions évoluent de façon incrémentale, via des dynamiques d'adjonction institutionnelle et de conversion institutionnelle. Les politiques publiques évoluent en effet le plus souvent de façon graduelle. Les décisions ne seront pas toujours prises en fonction de leur adéquation avec des objectifs précédemment fixés, mais au regard des alternatives proposées dans une situation particulière. Elles provoqueront seulement de petits ajustements incrémentaux, afin d'améliorer une action publique existante et sans la remettre en question. Une succession de petites décisions limitées dans leur portée permettra de réduire significativement les incertitudes liées à chaque décision publique. Moins risquées, elles pourront finalement produire des transformations substantielles. Or, malgré une amorce d'institutionnalisation, la puissance publique européenne, développée sur le fondement de la méthode communautaire, reste inaboutie. De plus, elle n'est pas inhérente à l'institution communautaire. Elle procède initialement d'une délégation des États membres dotés du pouvoir d'autodétermination constitutionnelle. En ce sens, elle n'est pas une institution. Tributaire des relais étatiques, l'exercice de la puissance publique au niveau communautaire a transformé sa représentation, originellement nationale, unitaire, indivisible dans la tradition républicaine française. Le système des organes demeure pourtant incomplet. Un gouvernement européen ne peut dégager un intérêt commun européen, permettant un arbitrage, une action rapide d'une seule voix fondée a priori sur une identité collective. L'Union européenne se trouve toutefois indiscutablement engagée dans un processus de constitutionnalisation. L'ordre constitutionnel européen comporte une dimension essentialiste. Il se fonde en effet sur une notion large de la Constitution. Or, le constitutionnalisme définit ainsi l'idéologie selon laquelle la Constitution constitue le moyen de limiter le pouvoir et garantit ainsi la liberté-autonomie. Elle peut d'abord se comparer à la Constitution française qui, prise au sens large, signifie le bloc de constitutionnalité. Existentialiste, l'ordre constitutionnel européen se déploie cependant progressivement, ce qui exige une lecture pragmatique de l'institutionnalisation de l'Union. Elle se construit selon une logique qui n'est pas toujours préétablie, et dans une reconstitution permanente de son identité. La Constitution renvoie alors à un ordre constitutionnel. La décision ne relève pas seulement de négociations entre gouvernements intéressés, ce qui correspondrait seulement à une conception hobbesienne de la société moderne, mais également d'une politique publique constitutionnelle. Afin de mieux comprendre les dynamiques des réformes des traités, une position non hobbesienne décrit alors la société comme d'un haut niveau de complexité fonctionnelle. Inscrite dans un processus de long terme, cette politique publique émerge dans un système juridique polycentrique.
L'acquis constitutionnel communautaire révèle donc, a posteriori, l'impact juridique de l'intégration européenne sur les nouvelles politiques publiques et les administrations des États membres. Ainsi, nous considérons que l'objet de la Constitution ne consiste pas seulement en la détermination de la forme de gouvernement de l'État. Celle-ci ne constitue pas non plus seulement l'instrument de gouvernement de la puissance publique. Plus exactement, elle peut répondre à ces fonctions dès lors que la puissance publique a atteint un niveau d'institutionnalisation approprié. Elle peut transcrire dans le temps l'institutionnalisation de la puissance publique. Elle ne peut cependant la légitimer par sa fonction symbolique que dans un second temps. Par conséquent, le moment constitutionnel ne doit pas être confondu avec le temps de l'institutionnalisation de l'autorité. L'analyse institutionnelle permet ainsi de démontrer l'insuffisance du contractuel pour encadrer la réalité sociale. Elle propose une autre approche du phénomène constitutionnel. Contrairement au contrat, l'institution, droit non contractuel mais statutaire, s'installe dans la durée, pour sa constitution comme pour son fonctionnement, par des opérations à procédure. La naissance juridique de chaque institution repose sur une opération de fondation, soutenue par une volonté commune. Par cet acte de fondation, et en créant un corps stable, l'institution pourvoit en même temps le pouvoir d'une forme de constitution. Le besoin de durer dans la stabilité et de ralentir la marche permet les équilibres sociaux destinés à économiser le pouvoir. Or l'ambiguïté propre au temps des fondations, 1950 à 2000, a conditionné la puissance publique communautaire originelle. Son identité est alors spéculative. Elle désigne un procès dialectique et non dogmatique ou intuitionniste, une réalisation progressive de soi-même. Ainsi, le moment spéculatif est d'abord celui où l'identité prend conscience de soi-même et de sa présence active tout au long d'un processus. Le commencement n'est cependant pas présupposition. La fin peut être posée comme le principe de commencement et le moteur de la progression. Elle joue un rôle moteur dans la mise en œuvre de la fin. Le fondement constitue une identité née du mouvement. Le présent dépend de son histoire. En effet, l'identité spéculative comme vie, négativité et mouvement infini est encore sans essence et sans fondement. L'être, immédiat, demeure à la merci de l'advenir de son être autre. Le spéculatif doit cependant être perçu comme fondement. Immanent depuis le commencement, il est immédiat indéterminé. L'identité est la contradiction consciente de soi comme nécessaire. Dès lors, toute présupposition sera toujours annihilée. La logique est alors l'expérience de l'identité. Négativité et mobilité, elle se dégage de toute présupposition ou entendement. L'identité spéculative européenne se meut en deux dimensions. La conscience de soi d'une totalité de la contradiction sous l'initiative du sens et de son logo. L'idée naît au travers de son effectivité. En l'occurrence, l'union constituerait un pouvoir organisé au service d'une œuvre à réaliser, et répondant à une dynamique d'imprégnation révélée dans le cadre de la politique de voisinage. Notre analyse institutionnelle rompt ainsi avec la lecture néo-institutionnaliste proposée en sciences politiques. Elle envisage alors une réflexion critique sur la nature de la contrainte juridique dans le cadre de l'union. Statique et objectiviste, la plupart des analyses de l'État ne parviennent pas à expliquer le changement. Ces modèles doivent donc être associés à une conception, non plus seulement normative, mais pragmatique, qui tient compte de l'aspect temporel. L'analyse de l'institutionnalisation de l'Union européenne se fonde alors sur une approche dynamique de l'exercice de la puissance publique, perçue sous l'angle du temps, de la durée et de l'équilibre. Les fondements de la continuité se retrouvent du côté de l'opération de fondation, processus davantage formel que coutumier. Ainsi, l'autorité est inhérente à l'institution. Par conséquent, le moment institutionnel, comme transcription de l'institution politique au nom de laquelle le pouvoir commande, s'oppose ici au moment constitutionnel comme acceptation du pouvoir en soi. Cette pensée démontre la valeur politique des dissensions entre les groupes d'individus. Elle dynamise les rapports sociaux. L'ordre concret sert de limite pour le pouvoir et les libertés. En effet, il implique plus que l'existence de fait des gouvernements, l'existence de droit du principe d'autorité. Avenir de l'Union et fondement pour soi. L'avenir de l'Union et son fondement pour soi
pose la question du phénomène de la continuité de la fondation et de celui de sa légitimité. Le lien entre la liberté politique et le fondement pour soi repose sur la distinction entre l'être et le devoir-être européen qui n'est pas indépendante du temps et de la réalité sociale. Pourtant, se demandant si le droit était le fruit du hasard ou de la nécessité, Georges Vedel concluait qu'il naissait d'une libre décision. Selon lui, il enchaînerait l'avenir dans une nécessité équivoque ou dans les contraintes réductrices du hasard. Si l'impuissance publique de l'Union semble entraîner une certaine rigidité dans l'action des pouvoirs gouvernementaux, ce fondement pour soi est-il alors le fruit du hasard ou de la nécessité ? Considérons que la stabilité sociale de l'Union européenne ne résulte pas d'un texte constitutionnel. Elle provient d'un mouvement lent soumis à des dissensions. Rappelons ainsi que le processus institutionnel européen relève du temps long. La stabilité sociale provient aussi d'un mouvement uniforme des transformations d'un système social ordonné. Dès lors, l'institution ne signifie pas l'immobilité absolue, mais l'évolution laissant subsister une forme générale des choses. Le but fondamental de l'Union consiste à permettre la réalisation durable de son idée d'œuvre qui dépassera la durée de vie des fondateurs. À ce titre, la liberté des individus dans l'Union apparaît comme l'un des piliers de la stabilité sociale, notamment parce que l'identité est en perpétuelle refondation. Ainsi, le droit naît de la continuité, non du hasard. Il répond à une forme d'utilité. Il provient en effet du politique ou du mouvement social. L'ordre concret européen, représenté par les institutions, les mœurs et la réglementation positive, enchaîne le passé pour l'avenir et dépasse ses propres contradictions. Le fondement pour soi ne provient donc pas du hasard. Si la stabilité sociale provient des nécessités, matérialisées par les dissensions, la Constitution révèle aussi la continuité de l'historicité politique. En effet, la formation d'un gouvernement doit tenir compte de l'influence d'ordre politique constitutionnel ancien. L'analyse de l'ordre concret européen doit donc se détacher de la lecture du présent, afin de comprendre la volonté constitutionnelle du peuple. Ainsi, l'Union, ordre complexe, est autogénérée. Elle repose sur la liberté politique et provient d'un processus suprarationnel. Le droit de l'Union ne naît pas du hasard. Il doit tenir compte de l'influence d'ordre politique constitutionnel ancien. Dès lors, la stabilité de l'Union européenne ne repose pas sur un texte constitutionnel. Elle l'acquiert en s'institutionnalisant. En effet, l'ordre social constitue le produit de plusieurs éléments. S'influence dans la durée, institutions en développement, habitudes et coutumes, lois objectives et forces sociales impersonnelles. Corrélativement, les institutions sociales constituent le produit d'un processus historique complexe. Celui-ci se caractérise par une suite d'expérimentations, d'essais et d'erreurs. Les conditions du développement humain dépendent alors de la compréhension des forces qui soutiennent l'ordre social. En effet, les institutions de la liberté émergent d'une évolution spontanée liée à la connaissance. Celle-ci est encastrée dans des traditions et institutions héritées. La connaissance cumulative incarne les règles, institutions et les expériences des générations précédentes. Ainsi, la liberté politique, au sens de participation à la détermination des lois et des politiques, ne correspond pas à la liberté intérieure ou à une conception de la liberté comme pouvoir d'agir. Elle repose sur une volonté de puissance favorable à l'individu dans le groupe. Le processus d'avancée culturelle dépend totalement de l'absorption et de la transmission de l'héritage culturel dans le temps. L'expérience sociale ou tradition prévaut alors sur la raison. La civilisation n'est pas la création d'un esprit raisonnant. Il est le résultat inattendu et involontaire du jeu spontané d'innombrables esprits, à l'intérieur d'une matrice de valeurs, de croyances et de traditions non rationnelles ou suprarationnelles. Dans l'Union, la préservation du gouvernement libre et de la société civilisée dépend de la bonne volonté d'être gouvernée par certaines règles de conduite individuelles et collectives héritées. L'origine, la fonction et le motif de ces normes ne peuvent donc être totalement appréhendés. Par conséquent, l'activité gouvernementale consiste à maintenir un ordre social cohérent, dont les parties ne sont plus en conflit. Leur intégrité est en effet générée et soutenue par des principes atemporels.
La garantie des droits ne peut être assurée en dehors d'une communauté donnée. L'évolution historique ne saurait se réduire aux préceptes moraux, l'histoire enseigne la prudence, non des principes. L'histoire est effectivement l'essence distillée des expériences cumulatives des générations précédentes. Le mouvement constitué n'a pas conscience qu'à sa base existe un état social indispensable à son épanouissement. Corrélativement, l'influence d'ordre politique ancien prouve l'échec de la Constitution à devenir un ordre institutionnel, ce qui interroge aussi sur la portée de sa dimension symbolique. Seule la Constitution politique change. La Constitution sociale reste immuable, donc l'institutionnalisation de ces principes ne passe pas par leur constitutionnalisation, mais davantage par leur capacité à former une tradition socioculturelle. Fondée par le mouvement social historique, cette tradition repose sur l'influence d'ordre politique constitutionnel ancien. Ainsi, ce qui est premier n'est pas l'institution. Le fondement pour soi de l'Union repose sur la conduite. Ces pratiques sont repérables dans des réalités institutionnelles diverses. Le contournement de la question de l'État permet et exige ainsi de retrouver celui-ci comme élément d'un dispositif plus large, à l'intérieur duquel il tiendrait une place non exclusive. Si la constitution politique de l'Union européenne subit des changements, la constitution sociale reste permanente et stable. Par conséquent, la Constitution ne peut prévoir ou favoriser elle-même l'apparition de nouvelles exigences. Afin d'instaurer la volonté du peuple, elle doit donc davantage permettre l'intelligibilité de cette volonté. Le pluralisme politique admet ainsi la pluralité axiologique, chère au libéralisme moderne. Il exige de la part des institutions de prévoir les lieux d'expression des visions respectives non pas du bien et de la justice, mais de l'utilité favorable à la conservation de l'Union. L'étude de l'ordre concret européen permet surtout de comprendre que le politique institue le droit et non l'inverse. Le processus d'élaboration de la loi suprême a reflété l'acquisition progressive de l'autorité constitutionnelle nécessaire pour produire du droit inédit et au nom du peuple. Ainsi, la base de l'autorité se trouve dans le consentement des gouvernés. Les institutions primitives dont le droit est coutumier prennent conscience de leur durée dans le passé. Le régime d'État en prendra conscience dans l'avenir. Par conséquent, le cas de l'Union montre que la puissance publique s'inscrit dans la durée. Elle prend conscience de son pouvoir en se référant à son passé. Si les institutions existent en tenant compte de leur passé, le régime de l'Union en prend conscience dans l'avenir. La stabilité sociale est donc le résultat des dissensions, mais aussi de la continuité de l'historicité politique. Ainsi, le cas de l'Union montre que la processualité de l'idée parcourt 3 degrés, l'immédiateté, la médiation et la restauration de l'unité, l'idée absolue. Elle passe alors par 3 temps, celui de l'intention, celui de l'engagement dans le statut et enfin celui de l'échappement de l'impasse. L'identité spéculative n'est effective que dans son autre. En effet, le seul fondement est le mouvement perpétuel, absence et dégradation de l'identité spéculative. Le fondement constitue donc une identité née du mouvement. Le politique se fonde en effet sur l'administration des choses. Il révèle la dimension polémique des rapports humains, et l'homme comme un être dynamique et risqué. En ce sens, le système de l'organisation sociale est orienté vers le progrès de la civilisation. Dès lors, il ne procède pas de normes pouvant conférer le droit de disposer de la vie d'autrui. Le politique désigne la forme du pouvoir qui ne renonce pas à son plein exercice. Le pouvoir manifeste son autorité politique avec les moyens normaux afférents, la puissance, la contrainte et dans les cas extrêmes, la violence. Dès lors, est légitime un pouvoir pouvant protéger les individus dans la collectivité dont il a la charge. Par ce processus, se dégage un consensus suffisant pour rendre la société gouvernable. En ce sens, l'Union ne sera pas nécessairement légitimée par la rationalité juridique. Elle repose sur le lien gouvernant-gouverné, affermi par des relations d'autonomie-participation. Ainsi, les éléments constitutifs de la légitimité font l'objet d'une redéfinition permanente par les acteurs en conflit. Contrairement aux affirmations libérales et normativistes, la décision précède la norme. Il ne perdure toutefois pas de décision politique sans une visée juridique.
L'analyse de l'Union confirme qu'il n'existe pas d'ordre juridique sans décision politique. La norme ne constitue qu'un aspect limité ou dérivé de l'ordre concret suprapersonnel. Fondée sur une réalité pluraliste, l'autorité de l'Union est inhérente à l'institution. La légalité n'est donc pas la source de la légitimité, antinomie de la norme et de la décision. Une décision sera politique dès lors que d'autres y obéissent ou y adhèrent. L'intersubjectivité se retrouve alors dans le lien gouvernant-gouverné. Ces deux ensembles apparaissent extensionnellement égaux, mais intentionnellement distincts. Cette vision peut être rapprochée de la possibilité ouverte à chaque citoyen d'exercer un archet. Cependant, le gouvernement n'est pas perçu comme une partie sur le tout, vision d'Aristote. Le mouvement historique européen signifié dans le politique institue donc le droit dans un second temps. L'Union, entité historique et non légale, se trouve engagée dans une lutte pour sa survie et sur le long terme. La norme de jure est subordonnée au pouvoir de facto et à la volonté politique incarnée dans la décision du souverain. Elle institue le droit, mais n'est pas instituée par celui-ci. Le postulat du droit comme facteur d'identité politique européenne, patriotisme constitutionnel, peut alors être réfuté. En revanche, la Constitution est le statut de la personne juridique qui matérialise l'idée d'œuvre, c'est-à-dire la liberté des citoyens. L'identité du statut se construit par la liberté. Seul le politique semble conditionner la nécessité de la stabilité et la fin de l'impuissance publique. La synthèse interprétative de la démocratie dualiste permet aussi de comprendre la volonté constitutionnelle du peuple en situation, sans s'affranchir de toute situation temporelle. Le peuple n'est plus fiction utile à la légitimation, mais acte politique. Progressivement, la puissance publique acquiert l'autorité constitutionnelle nécessaire pour produire du droit inédit et au nom du peuple. La base de l'autorité se trouve donc dans le consentement des gouvernés. Le lien gouvernant-gouverné se révèle dans le cas de l'Union, entité historique et non légale. Engagée dans une lutte pour sa survie, et sur le long terme, ces normes de jure sont subordonnées au pouvoir de facto et à la volonté politique. Si l'origine des crises peut être étudiée dans le cadre de la continuité historique, la dimension conflictuelle du politique ne peut disparaître en niant son existence. L'enjeu principal de la politique consiste donc en la domestication de la dissension favorable au fondement pour soi. Elle institue le droit. Elle n'est pas instituée par celui-ci. Tenant compte des mutations actuelles inscrites dans l'ordre constitutionnel européen, l'identité devenue est transcrite dans la politique publique constitutionnelle. La mise en forme constitutionnelle des relations politiques instaure la mise en place et la pérennité d'une dépossession au cœur de la représentativité politique. La démocratie continue. Ainsi éprouvée, l'identité constitutionnelle se montre. Elle ne se définit pas. L'identité collective n'est pas un présupposé donné, ni une image mythique dont on essaierait de forcer l'adéquation à la réalité. Considérée comme une qualité de l'action collective, elle peut changer de forme et de contenu à mesure que des défis historiques se présentent et que des acteurs nouveaux entrent en scène. Dès lors, le droit ne correspond pas à un catalogue de propositions impératives obligatoires pour les individus et ne nécessitant aucune justification profonde autre que la volonté des gouvernants ou la force. Aussi la rationalité est-elle toujours une forme de continuité, car elle se conforme aux règles antérieures. Elle justifie le changement en tenant compte de valeurs anciennes. Une autorité demeure toutefois nécessaire dès lors que le devoir-être est déduit de l'être. Le concept de nature s'entend ici comme celui de l'ordre pur, ce qui diffère de la pensée d'Aristote. Le temps devient donc un obstacle à surmonter, et un appel à un certain devoir-être générateur d'obligations. La fonction de l'institution. La fonction de l'institution s'entend comme le principe permettant le développement concret des constructions intellectuelles, en rapport avec la logique de l'identité. Ces idées structurent l'action publique, d'où la notion d'idéalisme stratégique. Elles confèrent aussi un statut au formel. L'idéalisme stratégique. L'idéalisme stratégique devrait continuer à guider l'Union européenne dans le cadre de la PEV. En ce sens, les idées structurent l'action européenne. Corrélativement,
L'institutionnel a pour fonction d'organiser le lien social, en tenant compte de la fondation comme horizon. La puissance de l'autorité tient à un certain rapport à cette sphère passée, mais aussi à celle à venir. Dès lors, la liberté, pouvoir faire très concret, est sous-tendue par l'expérience politique. En effet, au sens propre, elle est le pouvoir de décider soi-même des affaires humaines en participant avec ceux qui le veulent au gouvernement de la chose publique. Ainsi, le donné produit des règles fondées directement sur la nature sociale. Au contraire, le construit permet d'adapter, de faire évoluer ces données brutes en vue de les rendre conformes aux besoins sociaux changeants. De ces deux objets distincts, le premier sera principalement œuvre de connaissance, le second principalement aussi œuvre d'action. L'évolution du groupe social, de l'institution qu'est l'Union et corrélativement, de l'autorité qui la dirige, n'est cependant pas linéaire. Devant une situation de crise, renouer le fil rompu de la tradition peut notamment être utile. La révolution constitue alors un événement permettant de maintenir l'importance de l'autorité. Elle serait en quelque sorte une nouvelle fondation qui conférerait un sens à l'histoire, à une tradition, en lui donnant la force supplémentaire de l'autorité. La conception de l'histoire désigne un processus ayant une direction prévisible et une fin déterminable. L'autorité est liée à la fondation. L'acquisition de l'autorité constitutionnelle est nécessaire au respect de la contrainte juridique. Ce rapport au temps permet d'envisager l'adhésion subjective qui garantit le commandement et l'obéissance. Le construit permet donc d'adapter, de faire évoluer ces données brutes en vue de les rendre conformes aux besoins sociaux changeants. La politique publique institutionnelle propose ainsi une structure qui est une matrice de rationalité. Elle repose sur la rigueur des mécanismes, mais aussi sur l'adaptabilité aux contraintes historiques. S'oppose l'autonomie des enjeux de l'égalité et les vagues successives d'individus. Par conséquent, avec le temps structural est directement introduite la problématique de l'interprète et la question de l'attente d'un futur. Dès lors, l'institutionnel a pour fonction d'organiser le lien social tenant compte de l'avenir comme horizon pour les manœuvres. La liberté est ainsi un pouvoir-faire très concret, sous-tendu par l'expérience politique. La liberté au sens propre étant de pouvoir soi-même décider des affaires humaines en participant avec ceux qui le veulent, au gouvernement de la chose publique. Elle se rattache à la notion ancienne de constitution qui désigne la reconnaissance de la manière dont les gens sont déjà constitués par leur assemblage de lois, d'institutions et de coutumes fondamentales. Le donné produit des règles fondées directement sur la nature sociale. Au contraire, le construit permet d'adapter, de faire évoluer ces données brutes en vue de les rendre conformes aux besoins sociaux changeants. L'action et la connaissance restent indissolublement pénétrées l'une de l'autre. Le droit tient compte de l'ordre concret et en révèle les principes essentiels. À la morale formelle de Kant, qui ne tient pas compte de l'éthicité, opposons dans notre analyse de la politique publique institutionnelle l'effectuation ou la réalisation effective de la liberté. En effet, les conditions politiques et sociales de l'existence font que les normes morales peuvent acquérir un sens. Il n'existe pas d'autonomie du politique. Par conséquent, en s'éloignant du civisme rousseauiste, il est possible de penser qu'il n'existe pas d'évidence du bien commun. En tant que tel, les lois ne garantissent pas suffisamment la permanence d'une communauté. Afin de donner une mémoire à l'espace politique, la nécessité de l'autorité devient essentielle. Au sens propre, celle-ci entraîne une soumission non dépendante de l'usage de moyens extérieurs de coercition. Elle incline en effet les volontés, en gagnant leur assentiment par une sorte d'ascendant. N'entre aucun élément de contrainte. Ainsi, l'assentiment repose sur l'instigateur d'action et l'idée d'augmentation. L'autorité augmente la fondation. En effet, l'espace de liberté qu'une fondation politique fait émerger désigne ce qu'elle doit accroître. L'acte de fonder sécrète nécessairement sa propre stabilité, sa propre permanence. Dès lors, l'autorité n'est plus ou moins qu'un des instruments de l'augmentation, en vertu de laquelle toutes les innovations et modifications restent liées à la fondation. Si celle-ci lie le politique dans l'espace, l'autorité le lie dans le temps. Elle lui confère un lest dans le passé, une profondeur. Le statut du formel en politique. Le statut du formel détermine la manière selon laquelle les idées peuvent s'imposer en politique.
Si le droit naturel correspond à une idée intemporelle caractéristique de l'espèce humaine, l'hypothèse d'un droit naturel à coutume variable est rejetée dans le cadre de l'Union européenne. La réactualisation de la pensée antique de l'action s'inscrit alors dans un processus détaché de ce qui doit être. La définition de la liberté politique a en effet permis d'envisager la façon dont est appréhendé le politique. La satisfaction des besoins suppose la reconnaissance de l'idée d'œuvre nécessaire à la délibération et à la possibilité d'un commencement. Une conception substantialiste du pouvoir, socratique et complétant la vision athénienne de la citoyenneté, considère que le droit de diriger s'inscrit dans un ordre dépassant celui de la subjectivité. L'objectivité ne provient pas d'une autorisation, mais d'une transcription de la continuité de la fondation. L'effectivité des normes dépend d'abord d'une justice dans la pratique du pouvoir, qui exige un lien entre contingence et prudence, c'est-à-dire une réflexion continue sur les conditions de possibilité de la liberté politique. Celle-ci suppose donc une culture des droits, et l'existence de procédures permettant de contester les décisions du pouvoir. La prudence des grands devient nécessaire à l'intérêt, mais à la même hauteur que les désirs du peuple. En outre, la finalité de l'institution consiste davantage en sa conservation et en son accroissement. Le formel permettrait au contraire de nier toute responsabilité face aux événements. Ainsi, la fonction de l'Union comme institution est de se poser comme structure, c'est-à-dire comme le principe permettant le développement de constructions intellectuelles en rapport avec la logique de l'identité. Elle exige alors de tenir compte du temps structural. Elle organise le lien social non détaché de l'avenir comme horizon pour les manœuvres. La puissance de l'autorité tient donc à un certain rapport à cette sphère passée. Par conséquent, le discours juridique doit être consacré à la célébration d'un temps du droit comme un temps long. Celui-ci se distingue des temporalités sociales et politiques, nécessairement inscrites dans l'éphémère, le conjoncturel. Corrélativement, le formel est chargé d'assurer la permanence. Il ne garantit toutefois pas lui-même l'adhésion à l'Union européenne. L'ambivalence du pouvoir démontre alors le décalage entre la nature et le choix. Il pose les limites du formel. De cette problématique apparaît la correspondance entre la nécessité et l'effectivité de la norme. Ainsi, la politique publique institutionnelle entretient le lien entre les nécessités et les contingences, ce même lien qui est lui-même source de liberté. L'institution n'apparaît donc pas à un moment précis. Elle est au contraire un aboutissement de l'expérience. Elle est l'instituée. Les formes politiques se sont alors adaptées aux besoins sociaux inédits. Dès lors que la conscience politique du groupe deviendra plus exigeante, les gouvernants répondront à une nécessité soumise à l'autorité de droit de la puissance. La légitimité n'est alors plus imaginée pour le seul profit du prince. Elle lie au contraire les gouvernants aux gouvernés. Cette vision révèle alors les causes à l'origine de la force ou de la faiblesse du groupe. Le droit se trouve donc à l'origine des besoins de celui-ci. Dès lors, en accordant à l'homme le libre exercice de ses droits, il garantit la liberté de tout préjudice. Il punit en même temps l'excès de liberté. Si les idées s'imposent afin de défendre l'individu contre les empiétements de l'autorité, la justice doit s'adapter aux contingences. L'effectivité des normes dépend d'une justice dans la pratique du pouvoir, qui exige un lien entre contingence et prudence, c'est-à-dire une réflexion sur les conditions de possibilité de la liberté politique. La prudence désigne ici la capacité à formuler des statuts qui résisteront au temps, pour acquérir l'autorité dont jouissent déjà les coutumes. La liberté suppose donc une culture des droits, et l'existence de procédures permettant de contester les décisions du pouvoir. Dès lors, la non-domination peut désigner une forme de pouvoir qui s'apparente au contrôle dont jouit une personne sur sa propre destinée. Elle est alors attestée par la présence des institutions la garantissant. La finalité de l'institution consiste davantage à la conservation et à l'accroissement de l'union. Par conséquent, le formel permet au pouvoir de nier toute responsabilité face aux événements. L'ambivalence de l'exécutif réside donc dans cette manière d'assumer et de fuir simultanément la responsabilité. Dans l'union, le lien entre le réel et le formel semble avoir été dissocié, contrairement à ce qu'affirmait la pensée aristotélicienne. La prudence a cessé d'être une valeur morale.
La reconnaissance de la nécessité ne doit cependant pas dissocier la forme et la fin. La politique publique institutionnelle de l'Union répond aux nécessités, même si l'action de la puissance publique communautaire peut se détacher de tout formalisme. Par conséquent, l'espace de liberté qu'une fondation politique fait émerger doit s'accroître. La politique publique institutionnelle trouverait son sens dans le fondement pour soi. Si la domination est une structure de commandement et d'obéissance qui implique des gouvernants et des gouvernés, le pouvoir est une structure plus abstraite et impersonnelle qui ne s'approprie pas. Aptitude des hommes à agir, et de façon concertée, il est légitimé par l'autorité inhérente à l'institution. Le processus, qui seul rend significatif tout ce qui lui arrive, a ainsi acquis un monopole d'universalité et de signification. Le cas de l'Union montre donc que la puissance publique, inscrite dans la durée, prend conscience de son pouvoir en se référant à son passé. Les institutions existent en tenant compte de leur passé. Le régime de l'Union en prend conscience dans l'avenir. Le pouvoir renvoie à la capacité de structurer les contextes d'interaction à son avantage. Olivier Cassagno, maître de conférence à l'Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne. La logique du fédéralisme et les relations entre institutions qu'elle sous-tend, un modèle pour l'Europe politique de demain ? Le concept de fédéralisme désigne un système politique organisant au sein d'un pays les différents niveaux de gouvernement, autour d'un certain nombre de missions et de compétences dont la répartition est le fruit d'un accord contractuel, sous la forme d'une constitution, entre des instances de pouvoir, certaines relevant de l'autorité de l'État fédéral, d'autres de celle des États fédérés. Ce système n'est guère facile à définir tant sa logique, diamétralement opposée à celle du modèle centraliste incarné par excellence par la France jacobine d'avant les lois de décentralisation de 1982, est parfois complexe et paradoxale du fait de l'imbrication de certaines structures décisionnelles et des conflits que le partage des compétences ne manque pas d'engendrer. Dans son ouvrage The European Union and British Politics, Andrew Geddes, professeur à la chaire d'études en politique et en communication de l'Université de Liverpool, propose pour le fédéralisme la typologie suivante. On peut mettre en relief 5 traits principaux dans un système fédéral de gouvernement. Degré 2 niveaux de gouvernement, l'un général et l'autre régional. Degré la répartition formelle de l'autorité législative et exécutive et des sources de revenus entre les deux niveaux. Degré une constitution écrite. Degré une cour suprême ou constitutionnelle, pour régler les disputes entre les deux niveaux. Degré des institutions centrales, y compris une législature bicamérale au sein de laquelle la Chambre haute incarne ordinairement la représentation territoriale, comme c'est le cas pour le Sénat des États-Unis et le Bundesrat allemand. Il existe des différences significatives entre le fédéralisme de certains pays européens, caractérisé par la présence d'un État respectant le principe de péréquation fondé sur une certaine solidarité et une certaine redistribution entre les régions, et le fédéralisme américain, davantage fondé sur la concurrence économique et sociale entre les espaces, et où l'État fédéral occupe surtout la fonction d'arbitre entre les entités concurrentes. Toutefois, les ressemblances l'emportent sur les différences car dans les deux systèmes, l'État fédéral demeure normalement dépositaire des pouvoirs constitutifs de la souveraineté nationale, parmi lesquels on citera le pouvoir de battre monnaie, celui d'entretenir une force armée, une police et une justice ayant compétence sur tout le territoire ainsi que celui de disposer d'un corps diplomatique. Les pouvoirs délégués aux États fédérés et autres provinces sont souvent considérés comme présentant un intérêt moins immédiatement vital pour la sécurité et l'intégrité de l'État, même si leur importance dans la vie des citoyens peut être très grande et leur influence sur le climat social considérable. En outre, le gouvernement fédéral estime que leur exercice s'effectue de manière plus justifiée et plus efficace au niveau local que national en raison d'une plus grande proximité entre les institutions et leurs usagers. Même dans les cas où les pouvoirs locaux se montrent en réalité moins efficaces et moins intègres que les autorités nationales, le gouvernement fédéral peut préférer ne pas assumer les missions concernées, afin de ne pas être accusé de rompre l'équilibre parfois fragile entre les pouvoirs relevant de la compétence de l'État fédéral et ceux traditionnellement assignés aux États fédérés. Parmi ces tâches déléguées aux États fédérés, on pourra citer par exemple l'entretien d'une police et d'une justice locale,
l'assurance sociale, l'enseignement, les questions religieuses et la politique environnementale. Nous ne nous livrerons pas ici à une description détaillée de ces missions, mais nous étudierons directement la hiérarchisation existant entre les pouvoirs conférés à l'État fédéral et ceux confiés aux instances fédérées, puis la manière dont les hommes politiques européens peuvent envisager leur plan de carrière dans un système fédéral à échelle européenne. Enfin, la dimension quelque peu incantatoire du fédéralisme, qui constitue à la fois une de ses limites, mais aussi une de ses forces, dans la dichotomie apparente entre pouvoir réel et pouvoir symbolique. Les exemples choisis ne se cantonneront pas aux seuls pays de l'Union européenne, tant certains principes généraux du fédéralisme s'appliquent à d'autres États du monde. En s'intéressant tout d'abord à la hiérarchisation entre les prérogatives du pouvoir fédéral et celles des instances fédérées, il faut dire que si les structures gouvernementales des États fédérés sont souvent identiques de par leur nom et leur forme à celles de l'État fédéral, elles ne sont pas symétriques du point de vue de leurs prérogatives, sauf peut-être dans le cas très particulier du fédéralisme belge, conçu comme une politique de la dernière chance face au danger de séparation entre Wallons et Flamands. Pour prendre un exemple américain, disons que si l'État du Maryland et l'État fédéral américain disposent tous deux d'une Cour suprême, les décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique priment sur celles rendues par la Cour suprême du Maryland et ce, même si la Cour suprême des États-Unis n'entretient pas avec son équivalent dans le Maryland un rapport de supériorité hiérarchique intrinsèque, à la différence de ce qui se passe en France, où les préfectures reçoivent des instructions directement du ministère de l'Intérieur à Paris. En d'autres termes, un arrêt prononcé par la Cour suprême d'un État fédéré peut être cassé par les juges de la Cour suprême de Washington, que l'on consulte en dernier ressort, alors que l'inverse n'est pas vrai. La notion de fédéralisme suppose une répartition claire des pouvoirs avec, au sommet, les décisions qui relèvent des institutions de l'État fédéral, et à la base de la pyramide, celles qui sont laissées à l'appréciation des autorités des États fédérés. L'absence d'une telle division des tâches supposerait que l'on se trouve non dans un État fédéral mais dans un État confédéral, dont les parties constituantes exercent des prérogatives identiques qui se chevauchent, ce qui pourrait être le cas en Belgique si les nationalistes flamands favorables à la dislocation de l'État belge et au transfert de ses compétences à un État exclusivement néerlandophone, encore à créer, obtenaient gain de cause. Si ce partage décisionnel existe, il faut tout de même avoir conscience qu'il ne s'exprime pas avec la même force dans tous les systèmes fédéralistes, notamment dans les pays où les équilibres humains sont fragiles. Ainsi, dans leur étude des particularités du fédéralisme suisse, Yanis Papadopoulos, Sylvia Coby et Isabelle Moroni reprennent la distinction faite en 1984 par le néerlandais Arend Ligifar qui, réfléchissant à la manière dont les États inscrivent les processus décisionnels dans l'espace public et justifient leurs orientations auprès des citoyens, opérait une distinction entre un modèle majoritaire et un modèle de consensus. Ils écrivent: l'architecture institutionnelle du modèle majoritaire tend à concentrer le pouvoir politique dans l'État central, et en son sein au gouvernement, alors que celle du modèle de consensus repose sur une diffusion, un partage du pouvoir politique entre l'exécutif et le législatif, l'État central et les entités constituantes, etc. C'est tout simplement le règne légitime de la majorité qui fonde les démocraties majoritaires, alors que, par opposition, les démocraties de consensus sont conçues de sorte à éviter toute forme de tyrannie de la majorité. Le modèle de consensus est particulièrement bien adapté aux pays dont les parties composantes ont conservé pratiquement depuis la fondation de l'État-nation des prérogatives historiques qui témoignent d'une partition de la population selon des lignes linguistiques ou culturelles que l'on ne retrouve pas forcément dans des pays comme l'Australie et le Brésil, où c'est plutôt l'ampleur des distances entre les diverses régions du pays qui a déterminé l'adoption du modèle fédéral, surtout à une époque, le XIXe siècle, où la relative modestie des moyens techniques de communication rendait très problématique l'administration d'un immense territoire. Le modèle de consensus a présidé à l'établissement du fédéralisme suisse fondé sur la forte identité institutionnelle des cantons, qui de par leur particularisme,
sont à l'origine de la fondation entre 1291 et 1393 d'une véritable nation helvétique indépendante de ses puissants voisins allemands, français et italiens grâce à la science militaire de ses citoyens que la misère avait poussé à s'employer comme mercenaires dans la plupart des armées d'Europe. Dans le cas suisse, cette volonté d'éviter une tyrannie de la majorité se comprend aisément par le fait que la Confédération helvétique possède 4 langues officielles et 2 grandes religions, d'où la nécessité de ne pas rompre les équilibres nationaux et locaux rendus difficiles à assurer par l'entrelacement des cantons. L'allemand, parlé par 65% de la population, domine dans 16 cantons, le français 18% dans 6 cantons, l'italien 10% dans le Tessin, le romanche 1% dans les Grisons. L'allemand et l'italien progressent en valeur absolue. Les protestants, 44% de la population totale, voient leur importance diminuer au profit des catholiques, 48%, qui progressent rapidement par l'effet d'une plus forte natalité et de l'immigration de travailleurs étrangers, des Italiens pour la plupart. Ces grands équilibres suisses sont d'autant plus épineux que les 3 principales langues ainsi que les 2 grandes religions sont pratiquées par plusieurs dizaines de millions d'Européens dans d'autres pays du continent, qui plus est limitrophe de la Confédération helvétique et exerçant de toute manière sur elle une influence culturelle. Toute politique qui favoriserait tel ou tel groupe linguistique suisse risquerait ainsi d'être dénoncée comme étant inspirée par des étrangers, et comme orientant la Suisse vers les intérêts d'une autre nation européenne, qu'il s'agisse de la puissante Allemagne, de la France ou de l'Italie, ce qui est incompatible avec le sacro-saint principe de la traditionnelle neutralité helvétique. Un autre pays européen se caractérise par l'application très poussée du modèle de consensus. En effet, il faut noter que le cas belge se caractérise par le principe dit d'équivalence qui stipule que les décisions votées par un parlement de communauté ou de région ont la même force que celles votées par le Parlement fédéral. Cette spécificité est justifiée par le fait que la Belgique abrite 2 communautés nationales dominantes, les Flamands et les Wallons, en instance de séparation et pour lesquelles une structure fédérale particulière, pas très éloignée du simple confédéralisme, a dû être mise sur pied en 1993, à l'occasion de ce qui représente sans doute la plus importante révision constitutionnelle de l'histoire de la Belgique. Le fait qu'il n'y ait que 2 grands espaces d'intérêt divergents en Belgique, et finalement, 2 blocs dont aucun des 2 n'est outrageusement plus important que l'autre numériquement, même si les Flamands sont nettement plus puissants économiquement que les Wallons, explique la forme quelque peu particulière de ce fédéralisme, intenable dans le cas d'un pays abritant de nombreux groupes humains de taille très variable qui constitueraient autant d'interlocuteurs dans des négociations impossibles à mener. La situation est toutefois compliquée par l'existence de la région capitale de Bruxelles, historiquement située en zone néerlandophone mais peuplée d'une forte majorité de francophones, dont la population se retrouverait dans une situation inextricable en cas de partition de la Belgique. Le spectre de l'encerclement de Bruxelles par des milices paramilitaires flamandes a souvent été agité dans les années 1990, en pleine crise yougoslave, par la presse francophone hostile à une partition du pays, notamment le quotidien modéré La Libre Belgique, favorable à une Belgique unitaire moteur de la construction européenne. Le fait que le seul parti belge qui prône directement la séparation, l'ancien Vlaams-Blok devenu Vlaams-Belang, s'inspire ouvertement des idées nationales-socialistes permet aux citoyens partisans de l'Union nationale de défendre le modèle fédéral comme rempart face à l'extrémisme. Concernant la manière dont les hommes politiques européens pourraient envisager de faire carrière dans un système fédéral à l'échelle du continent, il faut bien être conscient du fait que la question du fédéralisme européen est particulièrement complexe dans certains États membres, comme l'Allemagne et la Belgique notamment, qui sont déjà des pays fédéraux, et où les questions de fédéralisme revêtent un aspect intérieur, c'est-à-dire national, et extérieur, c'est-à-dire européen, ces 2 aspects étant bien sûr enchevêtrés. Ces États se caractérisent par une dualité du pouvoir aux yeux des citoyens. Les notions de présidence et de gouvernement ne se cantonnent pas au niveau de l'État fédéral mais descendent au niveau de l'État fédéré, de la province ou de la région autonome. Ainsi, en Allemagne, chaque État dispose d'institutions évoquant un véritable pouvoir national plutôt que régional. Un président, quelle que soit l'appellation qui le désigne au gré de chaque land, un parlement et des ministères. En Espagne,
Même si les spécialistes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le caractère fédéral, quasi-fédéral ou non fédéral du pays régi par la Constitution de 1978, les régions autonomes de Catalogne et du Pays basque entretiennent chacune leur propre force de police, qui ne rendent compte qu'au président de l'exécutif régional. Il est donc possible d'occuper des fonctions à responsabilité en ne quittant pas le niveau de l'État fédéré, surtout s'il s'agit d'un État fortement peuplé et comprenant au moins une très grande ville. Pour prendre encore un exemple américain, le chef de la police de la ville de New York exerce des responsabilités que pourraient lui envier bien des ministres de l'Intérieur de petits États européens. Dans le cadre d'un pays fédéral, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.